BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, fidèles à Tech Co, la quotidienne. Vous savez, on est là chaque soir de 19h30 à 21h sur BFM Business et nous sommes encore à Vivatech. C'est ça la magie de la radio et de la télé. Ce salon s'est terminé samedi, mais nous avons décidé malgré tout, en ce lundi, de vous proposer encore un rendez-vous Vivatech, une émission qui a été enregistrée pour information vendredi dernier. Vivatech, vous le savez, donc c'est le 10e anniversaire et on va revenir sur les grosses tendances, un peu faire le bilan de cette édition 2026 avec un long débrief spécial Vivatech en compagnie de nos experts Jean Schmitt, Jean-Baptiste Kampf sera là, Hugo Borenstein et Thomas Serval. Vous verrez, ils ont des coups de cœur, les tendances aussi de ce salon, les coups de gueule aussi de Vivatech. Et puis après, dernière demi-heure qui sera dédiée en fait à la robotique, parce que la robotique est présente en force ici. On en parlera avec l'importateur, le principal importateur du robot Unitree. Vous savez, c'est ce robot incroyable qui arrive à faire des acrobaties de dingue. Eh bien, est-ce qu'on peut lui ajouter de l'intelligence à ce robot? C'est le vrai défi pour les années qui viennent. On en parlera avec Stéphane Bobot et Olivier Locuffier, qui est le CEO de Apps. Et puis, autre robot made in France qu'on découvrira tout à l'heure, c'est le robot d'Enchanted Tools, dont la nouvelle version a été présentée ici à Vivatech. Voilà, merci d'être là. Tech Co, la quotidienne, encore ici à Paris, porte de Versailles. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà notre dernière émission depuis Vivatech en ce lundi. Alors Vivatech est terminé, nous avons enregistré cette émission vendredi, mais on voulait absolument vous faire un dernier shot de ce grand salon dédié à la tech ici en France, à Paris, porte de Versailles. Et pendant une heure, nous allons débriefer ce salon avec des personnalités que vous connaissez, puisqu'ils viennent nous voir très souvent sur le plateau de Tech Co. Cette semaine et aujourd'hui, en ce lundi, nous avons Thomas Serval. Salut Thomas. Bonjour François. PDG de Paracoda, merci d'être là. À tes côtés, c'est Jean Schmitt. Bonsoir Jean. Bonjour, bonsoir. Président de Jolt Capital. Hugo Borenstein est avec nous aussi. Salut Hugo. Salut. Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI, et bien évidemment Jean-Baptiste Kampf qui est là. Salut Jean-Baptiste. Bonjour François. Fondateur de Kyber, que tu étais venu nous expliquer il y a quelques jours de cela. Messieurs, ça va être bien parce que pendant une heure, on va débriefer ce Vivatech. Il y a plein de choses à raconter. Jeff Bezos, la présence allemande, internationalisation aussi de ce salon, 10e anniversaire, beaucoup de monde. Doublement de capacité de superficie par rapport à l'année dernière. Donc sur le papier, c'est une réussite. Est-ce que c'est une réussite pour vous, ce Vivatech? Tiens, on va commencer par Thomas qui depuis tout à l'heure lève le doigt. Alors, nous, on n'est pas exposants cette année parce que le rapport qualité-prix du salon n'est pas toujours aussi rentable que d'autres salons. Et puis, il faut voir que maintenant, vraiment, le marketing digital change. Ouais, mais bon, il faut dire que tu es radin aussi. Donc, oui, non, mais on est radin parce qu'on aime bien que nos boîtes gagnent de l'argent. Donc, je pense que c'est vaut mieux survivre. Mais c'est vrai qu'il y a cette rumeur, enfin, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais que exposer à Vivatech, se montrer à Vivatech, c'est cher. En fait, les ambitions de Vivatech, historiquement, parce que c'était de permettre aux PME de montrer qu'elles travaillaient avec les grandes entreprises. Et ce pari a été partiellement réussi. Par contre, l'intérêt pour une start-up d'exposer à Vivatech, il est un peu moins grand que l'intérêt d'être à Vivatech comme on l'est là, parce que effectivement, le nombre et la qualité des gens qui sont présents, le plateau en est un exemple, est formidable. Et c'est-à-dire que plutôt que de se payer du train, de l'avion, etc., moi j'ai pu rencontrer des prospects, des clients. Les lieux sont climatisés en cette saison, c'est quand même très appréciable et on arrive à trouver, parce que le salon est plus grand, des espaces où avoir des échanges et des discussions. Et donc en fait ça veut dire que la rentabilité d'être à Vivatech en tant qu'entrepreneur, elle est massive. Exposer à Vivatech, c'est quelque chose qui doit être mesuré. En tout cas, le conseil qu'on peut donner à tous les jeunes entrepreneurs, c'est de bien trouver le modèle économique qui fait que Vivatech devient rentable. Et l'autre chose, c'est que Vivatech est devenu un événement mainstream. C'est intéressant parce que tout le monde y va, donc ça si on sélectionne, mais c'est un peu moins intéressant parce que parfois on a des gens qui y vont entre guillemets en touriste. Ça veut dire que on est nous en train, innovateurs, d'expliquer l'innovation à des corporates, etc. Ce qui est intéressant dans une logique d'évangélisation et de moderniser la France, ce qui est très bien. Ce qui par contre, quand on a une petite équipe et une dizaine de spécialistes, vaut mieux qu'ils passent du temps à trouver des clients qui vont payer. Donc c'est ça un peu la limite. Je pense que Vivatech est victime de son succès. C'est devenu l'endroit, le supermarché de la tech.
Après, il faut effectivement, comme dans chacun supermarché, regarder le coût du mètre carré et la rentabilité des mètres carrés investis. Mais en termes de networking, même pour susciter des vocations, c'est génial. Il y a énormément d'étudiants. Il y a énormément de jeunes ici, en fait. Et surtout le samedi, en fait. Le samedi. Qui est une journée grand public. Mais même même nous sommes vendredi, hein, le jour où on enregistre cette émission, et même hier et avant-hier, je voyais beaucoup d'étudiants qui peut-être sont dans une période où ils ont moins de cours, etc. Ils ont des badges, ils viennent ici et ils découvrent en fait ce secteur de la tech. Et surtout parce que c'est plus facile cette année d'avoir des badges en tant qu'étudiant par rapport aux années précédentes. Mais surtout là, il y a énormément plus de monde que l'année dernière. C'est ça vraiment le changement. Les halls, c'est pas les mêmes. Alors ils sont plus bruyants et c'est un peu moins agréable. Mais c'est vrai que par contre, c'est blindé partout. Pour moi, c'est un énorme succès cette 10e année. Et surtout, moi, la métrique que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Par rapport à l'année dernière, je dirais que... Et on a énormément évidemment de gens, parce que c'est l'année franco-allemande, donc il y a beaucoup de gens d'Allemagne, mais il y a beaucoup d'Asiatiques, et pas juste des micro-stands, des vrais stands. Donc là, je sens quand même qu'il y a énormément d'étrangers, et ça met vraiment Paris au centre de la tech européenne. Est-ce que c'est toujours le cas? Je me rappelle qu'au tout début, Vivatech, c'était top pour les grands groupes pour venir ici. Ils payaient très cher leur présence et essayer d'adouber des startups qui venaient les voir. C'est toujours un peu l'histoire ou pas, Jean, ici? Oui, on voit énormément de stands qui accueillent beaucoup de startups. J'ai vu ça dans des stands, dans les data centers. On voit bien qu'il y a beaucoup de petites startups qui sont hostées dans des stands de grandes sociétés. Et puis, le par pays est important aussi. Je crois que ça, c'est une évolution qui est importante. Nous, on investit, on a des fonds en Asie, en Corée, au Japon, au Canada. Et là, je vois le Canada, la Corée, le Japon qui sont là en force. En fait, ça devient un peu le salon des puissances moyennes. Parce qu'il y en a un ou deux qui manquent. On n'a pas vu l'espace américain. Et je vois les puissances moyennes qui exposent leur savoir-faire et leur techno. Et ça manque. Je vois SushiTech, qui a un peu l'ambition d'être le salon d'Asie du Sud-Est et d'Asie qui s'installe ici, qui aide Vivatech pour ramener SushiTech ici. C'est très intéressant. Je trouve que c'est riche. On voit des sociétés de très grande qualité qui ont fait le voyage. On voit Singapour, on voit Séoul, on voit Tokyo qui font leur promotion. Moi, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et ça abolit des frontières qui ne sont pas nécessaires. C'est vrai que la présence, on va dire, quasi nulle des Américains est quand même assez étonnante, non, ici, Hugo? Quasi nulle, tu as quand même toutes les grandes... non, mais à part bien évidemment les groupes mondiaux, comme disait tout à l'heure Mais du coup, Thomas. ils n'ont pas besoin d'un boost régional. Ils arrivent avec les champions, les leaders mondiaux. Ils ont les plus beaux boosts de Vivatech. Ils n'ont pas forcément besoin d'un pavillon américain, quoi, tu vois. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, j'organisais la présence de Facebook à Vivatech pendant les 3 premières éditions. Alors, comme disait Thomas, à l'époque, personne n'y croyait vraiment. C'était un peu le bazar. Ils n'avaient pas le Wi-Fi, ils n'avaient pas la clim. Enfin bon, c'était toute une aventure. C'était quasiment entrepreneurial. Tout n'a pas changé, tu as raison. Il y a encore des problèmes techniques. Ouais, mais il y a la clim. Parce que moi, je me souviens de cette édition. C'était quoi? C'était la 2017. Pas la clim, ouais. Il n'y avait pas la clim. Ouais, t'es mort. Mais il y avait des gens qui s'évanouissaient dans les stands. Quoi. Il faisait chaud. C'était incroyable. Ouais, c'était un drame. Sauf que là, pour rentrer, hier, il y avait 1h30 d'attente dans le soleil. Toi, t'es presse, tu peux avoir le côté sur le côté, mais quand même, pour beaucoup de gens, ça a été quand même très compliqué l'accès. La prochaine fois, demande-moi, je te pistonnerai. mais en revanche, tu vois, il y a 10 ans, je le faisais pour Meta. Cette année, on le fait. Nous, on est présent chez L'Oréal, sur le boost de L'Oréal. On est invité par notre client. L'année dernière, on était sur le boost de LVMH, etc. En étant passé du très gros corporate à la petite, à la jeune pousse, je trouve que Vivatech n'a jamais réglé en 10 ans un seul problème, qui est la lisibilité. Moi, j'arrive pas à lire Vivatech. Je comprends pas. C'est-à-dire que je rentre dans un floor, il y a tous les boosts, tu vois, ce qu'on voit derrière toi, c'est un peu foutraque. Il n'y a pas vraiment de track, ils essayent de faire des trucs sur la robotique, évidemment l'IA, etc. Mais je trouve que c'est super dur à lire. Donc si tu es quelqu'un qui est un néophyte, qui n'est pas forcément, tu vois, initié à toutes les subtilités techniques et qui veut venir s'inspirer et découvrir, je pense que tu prends un peu c'est un peu déstabilisant. Il y a beaucoup, et tout d'un coup, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à clarifier ce truc-là. Là où les Américains, les salons américains, le CES, la NRF, etc., c'est quand même... Alors c'est plus gros, mais c'est quand même... le CES, c'est un peu le foutoir aussi quand même, le CES.
C'est la taille qui fait dire ça, mais c'est visible. Aussi, non, le Reka Park, c'est pareil, c'est le même foutoir. C'est un peu le côté exotique de ces salons, c'est-à-dire que tu je suis pas d'accord avec et vous, tu découvres certaines choses comme ça. Non, mais là où il a raison, c'est que en fait, tu sais pas, par exemple, tu as des groupes de luxe sur ce floor et tu en as au floor de-dessus. Pourquoi? Oui, d'accord, il n'y a pas de structure, si tu veux, de thématique. Les clouds qui sont en haut, mais et une partie de l'État est en haut, mais en fait, il y a l'autre partie de l'État qui a. Pourquoi AWS est collé au truc de la Germanie? Pourquoi OVH est au fin fond à côté de je sais pas quoi? Tu vois, il y a un problème de. C'est pas facile à dire. C'est pas si grand quand même, on arrive à trouver. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'éditorial de Vivatech. Vivatech, c'est venez tous, installez-vous, faites montrer ce que vous savez faire. Bon, c'est un peu le cirque, mais c'est assez sympa quand même, je trouve. C'est moins oppressant que le CES. Justement, en fait, j'avais des clients qu'on a rencontrés. Il y en a qui regrettaient de ne pas avoir l'équivalent de Reka Park, où ils disent quand on va à Reka Park, on sait qu'on va prendre une innovation et donc quelque part c'est plus facile pour planifier la visite. Quand on a la chance d'avoir un peu de recul, donc nous on a fait Vivatech comme exposant sur des corporates, comme start-up. J'ai à peu près essayé toutes les combinaisons. Le retour, c'est que ce qu'a Vivatech a fait, c'est qu'elle a rendu la tech friendly avec la France et c'était pas gagné. C'est le premier pari gagné. Et ça, il faut vraiment. La French Tech, etc. C'est vraiment Vivatech est vraiment le thermomètre de ce pari complètement gagné. On fait venir Bezos ici, on fait venir tout le monde y va parce que c'est de main event. La deuxième chose, c'est qu'elle a permis une communication. Moi, j'ai milité pendant longtemps pour permettre aux grands comptes français de parler avec des startups, en forçant un peu ce fait que les startups étaient hébergées gratuitement. Moi, j'ai été hébergé gratuitement par LVMH, par Accor, en forçant ça, elle a forcé des communications et des collaborations qui n'existaient pas avant, parce que c'est devenu presque un acte citoyen d'y être. Et là, il faut quand même regarder la maestria de Maurice Lévy, qui a quand même été qui possède maintenant le salon, mais qui était quand même le grand maître. Il a réussi à créer ce dialogue. Il faut bien voir qu'il y a 10 ans, le patron de Publicis, pour Jean, qui est aussi un vétéran de la tech comme moi, la conversation entre une start-up et un grand compte était une conversation difficile. Maintenant, elles sont obligées de faire leur concours qui permettent de parler des startups. Ils font l'intelligence économique. Et donc, la communication start-up, on le voit aussi avec LVMH, etc., ça s'est vachement amélioré. Et au départ, et c'est ça qui est marrant, ils le faisaient pour faire de la com. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servaient des startups pour montrer qu'ils étaient innovants. Ils faisaient zéro business avec les startups. On servait juste de faire valoir. Oui, on rajoutait un vernis d'innovation. Exactement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours souvent ce qu'on appelle la stratégie. C'est en faisant ça, tout d'un coup, il y a quand même eu un mec de la boîte qui a vu une startup et il s'est passé des connexions qui ont fait que cet équilibre a été quand même rendu entre des startups qui cherchent des clients et des grands comptes qui veulent montrer qu'ils sont innovants alors qu'ils ne le sont pas toujours. Jean. D'un autre côté, moi j'ai regretté que Bezos soit en train de faire un keynote. On s'en fout en fait, il parle tout le temps, de toute façon. Et je comprends pas. Ne me grille pas l'image Bezos, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Non, mais c'est pas grave. En plus, on aura plein de trucs à raconter. Et en plus, ça m'a énervé parce qu'il a parlé en même temps que ma conférence. Donc du coup, il y avait personne chez moi. Donc bon, déjà, ça m'a un peu fatigué. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aussi ici, je veux dire, c'est quand même une réussite. On voit qu'on a des avis un peu mitigés sur Vivatech, mais c'est quand même une réussite dans le sens où, aujourd'hui, la France et l'Europe a un rendez-vous identifié où tous les acteurs de la tech se retrouvent. C'est quand même fort. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est sûr que là, c'est. Parce que vraiment voilà, on chipote, on est français, on n'est jamais content. Non, mais malgré c'est tout, moi qui suis en général le moins content et j'ai dit que les choses bien sur Vivatech. Franchement, alors que et tu vois, et j'expose moi aussi cette année. J'ai fait une conf aussi et franchement, alors que franchement, cette année, c'est vraiment bien. Il y a une vraie dynamique et surtout, il y a une vraie volonté. Et j'ai envie de dire, il y a un petit peu moins de politique et de délégation et un peu plus de direction technique de grands groupes et un peu moins les C-level qui viennent juste pour faire du tourisme. Donc là, moi, les conversations que j'ai eues et que je vois, elles sont bien meilleures. Et il y a beaucoup d'étrangers et il y a beaucoup d'Européens et ça, c'est vraiment cool. Hugo ? Moi, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat. Je suis obligé de casser l'ambiance, je suis désolé. Mais il y a un vrai delta quand même entre cet événement qui est réussi, qui arrive à fédérer les énergies, qui nous a remis sur la map, qui a permis d'identifier mieux la French Tech au niveau international. On l'a dit, c'est majoritairement international cette année. Mais ça, c'est quand même la couche événementielle et marketing. Une des tracks, moi, que j'ai réussi à identifier, c'est la souveraineté de la France. Donc on a eu des tracks dans tous les sens sur la souveraineté de la France, sur notre capacité de calcul en Europe, sur notre autonomie technologique. Dans la défense, on n'est pas aussi en retard, mais enfin bon, on n'est pas non plus à la pointe. Après, c'est l'actualité. Non mais je suis d'accord, mais il y a un petit son de cloche qui est genre, on a fait Vivatech, on a fait venir tous ces gens à Paris et donc on a coché un peu la case technologique. On a eu un défilé de personnel politique pendant 2 jours qui est venu faire sa photo sur les booths, dire à quel point c'était formidable, etc. La réalité, c'est que aucune capacité de calcul en Europe,
elle est dérisoire, elle est américaine, pas de capacité de calcul souveraine. L'intelligence artificielle, on a une boîte pour l'instant, une boîte. Donc on est quand même pot de zob, je suis désolé. On va en parler. Mais moi, je considère qu'on est très pas entendre ça, Vivatech, cette expression. Non mais Moi, j'ai pas du tout cette lecture. T'avais terminé, Hugo? Non, vas-y, continue. Non, j'avais terminé. Je cherchais une autre expression pour remplacer celle que j'ai utilisée. C'est trop tard. J'ai pas. C'est trop tard. Oui, j'y vais. Ouais, c'est vrai. La souveraineté. Alors moi, j'en ai fait, j'en parle tout le temps. Donc je fais des confs. Je vais bientôt en avoir marre d'en parler. Mais surtout. T'es d'accord du coup? Il y a un problème quand même. Il y a un problème, mais il y a des vrais gens qui se bougent. C'est-à-dire que l'Europe a mis son paquet de souveraineté. J'ai vu des députés européens, j'ai vu des gens de la Commission européenne. J'ai pas vu juste des hommes politiques français. Il y a quand même des gros sujets. Il y a certes pas assez de GPU, mais quand même il y a quand même des gens qui en déploient. Il y a quand même les choses de Gigafactory. J'ai vu quand même et le GENSI, et le CEA, et l'INRIA, et le CNRS qui sont juste là, qui sont quand même présents. Pas mal de gens de l'INRIA aussi. Donc il y a quand même un réveil assez fort. Il n'y a pas assez d'investissement, c'est clair. Il faut aller construire beaucoup plus. Mais là, il y avait quand même, il y a Enedis, RTE, EDF qui nous disent mais nous, on a de la puissance. Allez-y, construisez. Allez-y, Jean et après Thomas. Là, on ne peut pas dire qu'on n'a qu'une seule société en IA. Mistral est fantastique, mais si on regarde les récentes nouvelles qu'on a entendues, l'armée allemande, l'armée française choisissent Vision en mettant dehors Palantir. Je crois que ce n'est pas le fruit d'une erreur technologique. Ils ont mis plusieurs années à se décider quand même. Donc, non, on n'est pas tout seul. Moi, je vois beaucoup de sociétés qu'on voit venir chez nous qui travaillent sur des mondiales frontières et qui sont ultra avancées, avec des réflexions que je ne vois pas de l'autre côté de l'Atlantique. On ne peut pas dire ça. La puissance de calcul, on en a assez. Je crois pas. Mais tu es d'accord pour dire que tu n'as pas vu un pavillon, tu n'as pas vu une prise de parole d'un de ces acteurs-là qui nous met vraiment justement sur ce sujet. C'est vrai. Sur ce sujet, en fait, ce qui est intéressant dans ce jour, c'est dans un salon, il y a ce qui y est et qui y est pas. Et en fait, qui y est pas? Google n'y est pas. C'est étonnant quand même. Alors qu'ils y étaient les années précédentes. Alors qu'il y était, moi j'avais ouvert les premiers trucs. Google n'y est pas. Nvidia est caché chez AWS. Il n'y a pas d'OpenAI, il n'y a pas d'Anthropic. Et alors pourquoi ils n'y vont pas? Et ça c'est important parce que je pense que ce que je disais au tout début, c'est qu'aujourd'hui l'arbitrage, est-ce que la bataille elle est dans le monde physique, ici, physiquement sur le floor, ou est-ce qu'elle est dans le monde digital, où il y a les réseaux sociaux, il y a les relations B2B, les visioconférences, etc. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'espace public français, physique, c'est pas là où la bataille se fait. Aujourd'hui, quand je décide si j'ai des infrastructures ou pas pour trancher le débat, ça ne dépend pas de savoir si y a Nvidia qui expose ou pas. Aujourd'hui, c'est est-ce que quand je vais chez Vpod, ou chez Vast, ou chez OVH, ou etc., je trouve de l'infrastructure. Et quand je vais chez Nvidia, c'est assez marrant. Ils te disent, tu veux être partenaire Nvidia? Ils me montrent leur site web et ils disent, tu cliques là. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une logique où maintenant l'ensemble des salons sont dans une logique hybride. Ce qu'on voit, c'est la partie sociale qui est nécessaire pour créer la confiance, faire bouger la truc. Mais l'endroit où la bataille se fait, notamment parce qu'avec nos amis chinois, avec nos amis américains, elle se fait ailleurs. Et donc aujourd'hui, pourquoi OpenAI n'est pas là ou pourquoi Anthropic n'est pas là? Parce que si jamais ils étaient là, ils seraient tellement, et on l'a vécu dans d'autres périodes de Vivatech, ils seraient tellement envahis de gens qui voudraient parler sur leur stand que ça serait une véritable émeute entre ceux qui ne sont pas contents, ceux qui trouvent qu'ils payent trop cher les tokens, etc. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas traiter même la demande des Français ou des Européens avec un lieu physique, c'est plus là où la bataille se passe. Ouais, mais sauf que en fait, et pour OpenAI et pour Anthropic, il y a eu quand même plusieurs événements à côté du salon, parce que c'est quand même un truc important, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements dans le off. Alors c'est un peu Festival d'Avignon, mais tu as le off et tu as même du off du off. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'événements. Il y avait des événements au EMAE hier, avant-hier, à l'Hôtel de Ville, à l'Elysée. OpenAI France était là. Il y avait un événement Anthropic. Il y avait des événements Google à côté. Il y a et Nvidia. Donc c'est pas forcément sur le salon, mais il y en a beaucoup qui se font. Alors, juste une précision, pardon. Je croyais qu'OpenAI, il venait pas parce qu'il perdait 37 milliards de cash l'année dernière. Alors là où je vous corrige, c'est que OpenAI est venu. Il y a eu le patron du produit de Codex et de ChatGPT qui a fait une présentation, là, une keynote, et il était dans Tech & Co cette semaine. Il est passé. Non, mais je parlais de physiquement sur les stands. Malgré tout, il y avait des personnalités de ces boîtes-là qui étaient présentes. Voilà, on se souvient de Jensen Huang l'année dernière, par exemple. Et c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses depuis l'année dernière, c'est clair. On a parlé que d'Américains là. Juste pour terminer sur le point que j'essaie de faire, on a parlé que d'Américains. Tu viens de citer en tête d'affiche uniquement des Américains. Notre tête d'affiche française, c'est Amilabs, c'est Yann Lequin en ce moment, et Mistral.
Et c'est tout. Donc moi, peut-être que je suis, je sais pas, délusionneux, j'en sais rien, mais je trouve que la présence française à Vivatech et la présence européenne à Vivatech est super faible. On est un pavillon, un énième pavillon américain. Waouh, c'est dur quand même. Non, on ne met pas en avant Jean, nos allez, CEO. vas-y. On met pas en avant nos CEO. Moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi on n'a pas mis en avant les CEO des sociétés européennes ou françaises qui gagnent Dans Tech Co, j'ai eu Octave Klaba quand même, qui est le patron de OVH Cloud. Mais toi, tu es exceptionnel. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont venus, ils étaient là. Oui. Mais ils n'ont pas l'aura, la visibilité que ces boîtes américaines ont, c'est clair. Petite erreur de goût de Vivatech, il fallait que Klaba soit le gars qui remplace Bezos, il fallait que Dellenbach remplace je ne sais pas qui, et ça aurait été bien inspiré. Moi, il y a un truc sur Vivatech, on ne parle pas des visiteurs. Surtout pour les 10 ans, excuse-moi, mais pour boucler la boucle, quoi. Ils sont censés avoir lancé le mouvement, avoir initié une nouvelle génération. Au bout de 10 ans, on devrait être capable de mettre sur scène des Français, des Européens. Surtout que ça coûte cher, parce qu'on disait ce que ça coûte aux exposants, mais ce que ça coûte à la nation ou aux entreprises, parce que je faisais le calcul et ça m'a fait un peu vaciller. 180 000 visiteurs, à peu près, ça fait un coût de 200-250 euros par jour, par personne. On est à 50-55 millions je suis désolé, je suis investisseur. 55 millions de masse salariale qui passent par jour. Et je suis super content de voir que samedi, c'est des étudiants, parce qu'au moins ceux-là, ils ne sont pas sur le payroll. Oui, mais d'accord, tu veux dire par là que c'est de la productivité qui part en fumée, c'est ça? Mais ce que dit Jean... Oui, mais est-ce que ça ne peut pas aussi apporter une inspiration pour justement le travail de ces gens-là? Et c'est exactement pour ça que je pense que c'est les présidents français ou les présidents européens qui doivent être sur la scène, parce qu'on inspire les gens du bon côté. Donc la bonne résolution de Vivatech pour l'année prochaine, c'est on arrête d'inviter les têtes d'affiche américaines, qui sont très bien au demeurant, et on invite les têtes d'affiche françaises et européennes qui ont des choses à dire. Parfait. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que les Français parlent et aient des choses à dire, mais ne serait-ce que pour le Français qui développe sa technologie, le fait qu'on trouve une raison de les amener en France pour qu'on puisse avoir un dialogue one-to-one, parce que mine de rien, les investissements, quand on décide de faire confiance à quelqu'un, ça ne se décide pas en visioconférence. Le coût pour aller dans la Silicon Valley, à New York, etc., il est très élevé, ne serait-ce qu'avoir le temps et l'écoute. Moi, la qualité de l'écoute que j'ai eue sur certains des side events, c'est très important l'histoire des side events, et que la preuve de Vivatech, c'est pas ce qui se passe dans le salon, c'est ce qui se passe dans l'espace digital et autour. C'est très important parce que c'est effectivement un effet de halo qui joue, mais il n'y a rien qui, pour faire un deal, remplace un contact physique. Et donc, quelque part, il y a besoin d'équilibrer le programme. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire, quelque part, c'est quand même incroyable de laisser l'agenda être dicté par la tech américaine. Ça, c'est pas normal. Par contre, on a quand même un problème. Et moi, tu vois, tu parles de la tech américaine. Moi, je voudrais la tech chinoise. Aujourd'hui, sur l'IA, les modèles frontières qui sont les meilleurs. Aujourd'hui, quand c'est open source, open weight, c'est-à-dire ce que nous, en termes de policy, on demande, moi je voudrais plutôt qu'on invite les mecs d'Alibaba pour dire voilà notre politique sur l'IA. On parlait des absents, et pour moi le problème là c'est qu'il y a une absence chinoise. C'est que Jean en a parlé. Parce que les Chinois sont pas les bienvenus. Enfin je veux dire, on le sait. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont toujours montrés du doigt. Ils sont là. Ils sont là sur l'Unitri, ils sont là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets sensibles, l'intelligence artificielle chinoise. Mais les Américains, il y a le même problème avec les intelligences artificielles américaines. Huawei est une boîte sensible, je veux dire. C'est une boîte. Et alors, il n'y a pas que Huawei. Il n'y a pas que Huawei. Alibaba Cloud devrait être là avec un stand. On a vu des Taïwanais, on a vu Hong Kong. Quels sont les clients français qui vont prendre un contrat chez Alibaba Cloud? Mais il y en a plein, quasiment toutes les grandes boîtes françaises internationales qui sont en Asie, de toute façon, ont du Alibaba Cloud. Et que ce soit LVMH, L'Oréal, Total, tout. Attends, moi je fais tourner toute mon infrastructure en Asie sur AliCloud, qui n'est pas aussi bien qu'AWS, mais à peu près pareil. Et aujourd'hui, quand tu veux faire des modèles je suis désolé pour Mistral, aujourd'hui quand tu veux faire des bons modèles open source, open weight, malheureusement tu es obligé de prendre Qwen, qui est moins cher. Parce que malheureusement Mistral, pour gagner de l'argent, est obligé de faire une partie qui n'est pas complètement open source et libre. Et donc quelque part aujourd'hui les interlocuteurs techniques qui seraient même pour les Français les plus valables, c'est d'avoir au même titre qu'on a les Américains qui nous veulent pas du bien, on l'a bien vu. La souveraineté, il y a plusieurs manières de l'exercer, mais le premier c'est celle du choix. Le fait de se dire on invite les Américains, ils nous parlent pas, et on les invite quand même, c'est un peu débile. Il faut que les Américains soient là, les Chinois soient là. Alors est-ce que c'est pas un peu trop exagéré de dire qu'ils nous parlent pas? Enfin, c'est vrai que on est dans un temps un peu compliqué, mais Jean. On est dans un temps compliqué, puis dans un temps qui change. Quand on voit, il y a un absent sur Vivatech, c'est les gens qui manquent le plus à la technologie européenne, c'est les grands financeurs de la technologie. Il faut voir que
On parle beaucoup des Américains, de leur succès, parce qu'ils sont massivement financés par leurs fonds de pension. Les fonds de pension européens, il faut le répéter à longueur de journée, les fonds de pension européens investissent dans la tech américaine. Il faut qu'ils apprennent à investir dans la tech européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos fonds de pension investissent contre notre jeunesse, pas en favorisant les projets de notre jeunesse. Et ça, je crois que Vivatech a une mission là-dessus, c'est de montrer que cette technologie est brillante. Et plus on met en avant la technologie américaine en disant c'est foutu pour nous, on ne va pas y arriver, et plus on explique à ces fonds de pension qu'ils ont raison de dire je ne vais pas mettre mon arbre dans mon désert parce que c'est un désert. Oui, mais tu peux comprendre aussi que ces fonds de pension qui ont une mission, c'est un rendement, et un peu plus de difficulté à investir en Europe dans la tech, parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, ils contenteront tout le monde finalement. Non, je ne comprends pas, parce que leur mission c'est d'être diversifiée. Et la diversification, c'est pas d'investir dans une bulle américaine. Et donc, il y a une véritable erreur d'allocation de leur argent à ne pas investir sur une technologie européenne. Et encore une fois, ils investissent pas en pensant que c'est parce que ça marche pas, mais ça marche pas parce qu'ils investissent pas. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 70, on a donné l'autorisation aux fonds de pension d'investir dans la tech. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apple, Microsoft, Cisco, Kleiner Perkins, Sequoia. On ne fait pas ça encore ici. Et quand l'Europe se réveillera et que les 200 milliards par an qui partent aux États-Unis en trop resteront en Europe, on sera un très gros endroit de la technologie. Bravo. Bon, écoutez. Bravo, franchement. On va pas applaudir Jean, mais on a je suis désolé, si, c'est un short, ça doit aller sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. C'est exactement le message le plus important. Voilà, Jean Schmitt, mesdames, messieurs. Vous restez avec nous. On va attaquer notre deuxième partie de ce débrief depuis Vivatech. Vous avez vu, pas mal de choses à raconter. On va maintenant s'intéresser à la présence de Jeff Bezos, qui était là, malgré tout. Et puis aussi à vos coups de cœur chacun, parce que vous avez parcouru les allées de ce salon. On va faire un point justement sur le coup de cœur de chacun juste après cette petite pause. C'est Tech & Co, la quotidienne. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, toujours ici à Vivatech pour ces 10 ans, émission enregistrée vendredi dernier. Puisque, je vous le rappelle, au moment où vous nous écoutez, où vous nous regardez, Vivatech a fermé ses portes, puisque tout s'est arrêté samedi dernier. Mais on voulait malgré tout revenir sur ce 10e anniversaire de Vivatech, et on l'a dit dans la première partie, c'est véritablement un succès, même si évidemment il y a des petits bémols. On en parle ce soir avec Jean Schmitt, président de Jolt Capital. À ses côtés, c'est Thomas Serval, PDG de Barracuda. Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI, et Jean-Baptiste Kampf, qui est le fondateur de Kyber. Après avoir fait le point sur, on va dire, l'utilité, la pertinence de ce salon, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur ce que vous avez vu, entendu, découvert. Et avant toute chose, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait peut-être éradiquer la présence américaine à Vivatech. J'exagère. Éradiquer, non. Mais un peu quand même. Moi, j'aime les États-Unis, j'ai pas de problème. Mais j'aimerais bien avoir plus de Français. C'est ça. Et on les éradique pas. On les accueille. Qu'ils investissent chez nous. J'aime bien vous chauffer un peu. Jeff Bezos était là. C'était quand même une surprise. C'est quand même une superstar de la tech. Moi, je voulais quand même aussi féliciter Maurice Lévy et toute l'organisation, parce que à arriver à attraper un Jeff Bezos. Alors évidemment, c'était en plein G7. Évidemment, il y avait un magnifique dîner au château de Versailles. Mais quand même, c'est un joli coup, non, Thomas? Je trouve ça... d'une manière générale, il y avait encore parfois besoin de validation. Vivatech est sur la scène mondiale de la tech. Et donc, l'arrivée de Jeff Bezos, pour avoir été côté Google, pour faire venir, on a toujours besoin de vendre un événement en disant c'est important d'être là. Jeff Bezos a compris que c'était important, le timing était bon. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit. À la fois, c'est terrifiant et très important. C'est terrifiant parce qu'il a grosso modo dit que, et on est d'accord avec lui en plus, qu'il allait reprendre en tant que visionnaire de la tech avec le cofondateur de Verily, donc avec deux des plus grands visionnaires de la tech américaine, le fait qu'on va pouvoir remplacer les ingénieurs par de l'IA. C'est super intéressant ce qu'il dit. Oui, sauf si t'es ingénieur. Non, mais c'est super intéressant. Il a dit grosso modo, on va pouvoir prendre des industries. Et pourquoi c'est très important ce qu'il a dit? Parce que d'abord, nous, on le voit chez nos clients. Les clients, c'est des grands groupes industriels européens qui ont des cycles de développement de 3 à 5 ans, avec des clients qui maintenant ont le standard chinois de réponse qui est d'innover en 9 mois. 3, 6, 9 mois. Et donc la seule manière qu'a l'Europe de pouvoir répondre, et les boîtes européennes de rester sur la carte, c'est de trouver un moyen technologique
de digitaliser, on va dire, les processus d'ingénierie. Alors nous, on a la chance chez Barracuda d'avoir un truc qui s'appelle Biconnect qui fait ça dans un tout petit vertical. Mais le fait qu'un mec qui est aussi visionnaire que Bezos dise la next frontière de la tech, un peu comme Trump a pris l'espace, Musk a pris l'espace, et que maintenant la next frontière de la tech, c'est de remplacer les ingénieurs par des IA, ça devrait donner à tous les créateurs d'entreprises, aux patrons de grands groupes, etc., en disant c'est pas un petit problème. C'est comme si les libraires avaient la chance d'en voir Bezos dire demain, on va faire d'une bibliothèque en ligne, on va faire une librairie en ligne, et c'est ça le futur. Ouais, et vous allez arrêter d'imprimer des bouquins. Voilà, moi, j'espère que les gens vont écouter ce qu'il a dit, voir qu'il a les moyens de ses ambitions, parce qu'il n'a pas besoin de lever des fonds. C'est lui qui met les 50 milliards. Tu parles de Prometheus, là. Hein. Voilà, je parle de Prometheus. Donc nous, on a lancé une initiative qui s'appelle JAPET. JAPET, c'est le père de Prometheus. Ça veut dire Joint Automated Platform for European Technology. C'est une manière de rappeler... Plus fort que Jeff Bezos. Non, mais là, c'est un wake-up call. Tu as quelqu'un qui t'explique ta stratégie, qui essaie de faire exactement ce que Starlink a fait et SpaceX a fait, c'est-à-dire te dire, parce qu'ils l'ont annoncé ce qu'ils vous allez faire. Donc là, on a, pour l'ensemble de l'industrie européenne qui est en plein déclin, un chemin qui a l'air crédible, parce que c'est pas un enfant de cœur s'il le fait, alors qu'il a AWS. C'est-à-dire qu'il sait déjà que c'est en train d'arriver. Il sait que c'est faisable, parce que c'est pas le genre de mec qui va mettre 50 milliards dans un truc qui va pas arriver. Si les CTO des grands groupes européens se disent c'est pas possible, ils ont les Américains qui sont en train d'y aller, ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils n'ont plus l'agilité qu'il leur faut pour être compétitifs contre les Chinois. Les Américains nous donnent le chemin, mobilisons les ressources, mobilisons les ingénieurs pour utiliser les technologies pour le faire. En tout cas, nous, c'est notre futur combat. Jean. Je peux pas être d'accord avec ça. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Tant mieux. Et pourtant, il y a une vraie amitié entre vous. Voilà, le meilleur, je sais pas si ça va durer en plus, mais le meilleur allié de Jeff Bezos, c'est quand même l'éducation nationale en France, parce qu'ils font tellement baisser le niveau qu'à la fin, ouais, c'est sûr que nos ingénieurs vont être aussi bêtes que leur IA. Mais regardons bien les choses en face. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on m'explique que l'IA va remplacer ci, va remplacer ça, que l'intelligence est merveilleuse. Mais tous les 20 ans, on nous raconte ces salades. Il n'y a aucune chance pour que ça remplace un ingénieur. Il y a toutes les chances pour que ça remplace des abrutis, mais ça, on s'en fout. Soyons sérieux. Une IA n'invente rien du tout. Et donc, oui, ça peut faire des tas de combinaisons, hein, trouver un truc qu'on a oublié dans un coin. Mais enfin bon... Quand même, un ingénieur. Les ingénieurs américains sont moins bien que les ingénieurs français. Hein. C'est pas cocorico, c'est un fait. Le point, donc je pense qu'il peut penser à ses ingénieurs à lui. Mais non, on a besoin de beaucoup plus d'ingénieurs et on a besoin de rajouter, alors je vous le dis, c'est simple, 5 heures de maths par semaine depuis le collège pour qu'on arrive enfin à des gens capables de faire la prochaine IA. Pas un perroquet stochastique comme celui qu'on a aujourd'hui, mieux que ce que Yann Lequin veut faire, une IA qui sait raisonner sur cause-conséquence par exemple. Bon sang, il nous faut des matheux, il nous faut des physiciens, et pendant ce temps, ces gars de Péror en nous expliquant qu'il faut remplacer les ingénieurs par de l'IA. Alors c'est pas possible. Alors d'abord, tu m'as pas compris. Donc, cette amitié qui est en train de se briser. Non, mais aujourd'hui, ce qui tue les boîtes européennes, c'est leur process. C'est-à-dire, quelque part, elles ont été drivées sur un process d'innovation qui était long, avec des clients, avec des cycles longs. Ce que l'IA va permettre de faire, c'est de raccourcir ces cycles. Donc, plus 3 phases. La partie R&D, c'est-à-dire la partie compréhension et initiative du besoin. Quand je dis IA, je ne dis pas de l'IA générative comme on te la vend à la ChatGPT, ça n'a absolument rien à voir. L'IA, c'est tout un champ d'informatique, qui est essentiellement de l'informatique, appelle ça de l'IA. Et quand Bezos te raconte que l'IA va... Ce qui est en train de se passer, c'est que l'ensemble des processus industriels qui sont en train... alors il a pris des exemples des verticaux, l'espace, parce qu'il en a besoin, sont en train de se digitaliser. Le terme IA, il est juste la digitalisation de ces process, ça passe par quoi? Ça part d'abord d'avoir des ingénieurs expérimentés qui comprennent ce qu'ils font, qui sont capables de digitaliser leurs processus. Et ce que l'Europe ne sait pas faire, c'est-à-dire de créer de l'interopérabilité entre ces systèmes et un langage commun pour pouvoir avoir une vision abstraite de la logique des métiers, pour arrêter de dire la meilleure manière pour moi d'être conforme et de répondre, c'est de répondre à un cahier des charges, d'avoir des cycles en V qui prennent 5 ans. Donc ce qu'il est en train de faire, et ce que Musk a déjà fait sur l'aérospatial, c'est de réingénierer la R&D et le développement grâce à la digitalisation des procédés. C'est pas nouveau, c'est juste que tout d'un coup, c'est en train de se mettre en place et que l'IA va être un facilitateur pour parler à un langage commun dans une filière notamment. Donc plus ou moins d'ingénieurs parce que... Non, mais plus. La question, c'est la productivité. C'est pas ce qu'on a compris la première fois. Non, il veut remplacer les ingénieurs dans leur métier actuel où l'essentiel des ingénieurs ne font pas de l'ingénierie mais de la conformité. C'est-à-dire que la partie créative
Oui, des tâches à faible valeur ajoutée finalement. Ou en tout cas remplaçables par des machines. Ouais. Et cette logique d'ontologie, enfin le terme technique c'est l'ontologie, c'est-à-dire la capacité à pouvoir rendre les savoirs ingérables par des IA pour que l'apprentissage automatique, les IA prédictives et l'ensemble des algorithmes qui existent puissent être appliqués pour gagner en productivité. Jean-Baptiste, je te laisse avec tout ça. Hein. Ouais, non, mais en fait, je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait, l'important, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'ingénieurs et moins de techniciens informatiques, moins de techniciens dans l'industrie. C'est-à-dire que l'important, c'est pas de remplacer les ingénieurs, c'est d'augmenter les ingénieurs. C'est-à-dire que les gens qui sont bons et qui ont un vrai processus et qui comprennent, et donc ça veut dire être très bon en maths, être très bon en français. Et j'ai envie de te dire que tu pourrais maintenant quasiment arrêter tout le reste parce que justement, tout le savoir, il est à bout de tes doigts. Et donc, ce qui est important, c'est comprendre le langage, comprendre les maths et apprendre à apprendre. J'ai plus besoin d'avoir énormément de cours de plein de sciences parce qu'en fait, tu vas apprendre, c'est important d'en faire une ou deux, mais t'as pas besoin d'avoir fait et de la chimie et de la physique, etc., etc. Donc ça, c'est la première remarque. Donc, ce qui est important, c'est que on a très bons ingénieurs, mais il faut qu'ils deviennent encore meilleurs. Et donc, il faut retourner aux fondamentaux parce que justement, l'IA rend c'est des stacks très très compliqués et donc quand ça marche pas, il faut comprendre tout ce qui se passe. Et donc sur par exemple des ingénieurs informatiques, et c'est ce que je dis souvent, il faut retourner à comprendre l'architecture des ordinateurs, ce que plus personne ne fait, l'architecture des CPU, comprendre ce que c'est un système d'exploitation. Et ça sert plus à rien d'apprendre le développement d'un langage, les spécialistes en React ou en Python, ça n'a plus aucune valeur parce que la partie écriture de code, elle a plus de valeur. Et ben c'est la même chose pour l'ingénierie. Ce qu'il faut, c'est faire des gens qui sont fondamentalement meilleurs, plus proches du business. La partie réglementaire européenne et ce qu'on sait et ce qui prend du temps, de toute façon elle va être faite par des modèles de langage aujourd'hui. Enfin faire un 27001 une conformité, ça va être de plus en plus facile parce qu'en fait tu vas laisser l'IA faire tous les trucs débiles de réglementaire qu'on t'a rajouté. Mais pour moi, tu vois, ils sont pas en opposition, ils savent pas l'exprimer, mais ils sont pas en opposition. Par contre, mon point, c'est que Jeff Bezos, je suis désolé, c'est une erreur de casting. Jeff Bezos en 2025, ça aurait été une bonne idée. En 2026, quand on parle de souveraineté et d'autonomie européenne, ça peut pas être ta seule tête d'affiche. Moi, je voulais avoir en tête d'affiche Arthur Mensch, avoir Yann Lequin, et ça devait être la plus grosse tête d'affiche. Ou alors Bull qui revient, les gens de Vessora, des gens comme ça. Ou voir les présidents de la French Tech, putain, 10 ans de French Tech, allez-y quoi. Ça peut pas être ta seule tête d'affiche. Ouais, je me mets à la place des organisateurs, ils doivent être un petit peu tiraillés entre la volonté d'avoir une tête d'affiche internationale, tu sais, c'est un peu comme un festival d'été. Ils peuvent en avoir deux, sauf oui. que là, il n'y avait que ça, quoi. Non, mais d'accord, mais j'essaie de comprendre pourquoi. Mais bien sûr, c'est plus rentable, ça reste pour qu'il y ait une résonance internationale. Jeff Bezos, il n'est pas souvent dans les rendez-vous internationaux. D'accord, mais Yann Lequin, c'est plus intéressant que d'avoir Jeff Bezos. Certes, mais en termes de com, ça claque, si tu veux. Hugo. Non, mais je trouvais intéressant le débat sur le nouvel ingénieur du futur. Je ne sais pas si c'est très important, puisque de toute façon, il va faire tourner toute sa stack sur une stack américaine ou asiatique. Juste pour revenir sur je suis désolé, pour revenir sur le sujet, je suis d'accord avec toi, on aurait dû avoir plus de Français sur scène. Sur Bezos, l'extrait, je crois, qui a quand même été beaucoup repris, c'est quand il dit on va refaire de la planète Terre un jardin, en envoyant nos cochonneries dans l'espace. Moi, j'habite la moitié du temps aux États-Unis. Connaissant bien la psyché américaine, c'est vraiment la ficelle est grosse. Hein. Il se dit, je suis dans la vieille Europe pour me racheter un peu de crédit et puis passer pour un mec bien, parce que quand même, on m'a beaucoup vu sur mon yacht avec ma femme à envoyer des Jéroboam en boîte tout l'été. Donc, pour me refaire un peu une bonne presse, je vais dire qu'on va reforester l'Europe, ça va leur plaire à ces cons d'Européens. Et pendant ce temps-là, par contre, je suis le plus gros consommateur de carton de la planète, Amazon, premier consommateur de carton de la planète. Je fais des vols dans la haute atmosphère, mais juste pour faire régaler les copains. J'ai pas vraiment de roadmap spatial, mais par contre, je crame du fuel comme un malade mental. Donc, j'ai pas trouvé ça très. Moi, je me suis pas senti respecté en tant que citoyen français. Je me suis dit, putain, il nous prend vraiment pour des couillons, quoi. Erreur de casting. On va rendre la Terre un jardin, etc. Le mec est le premier qui a. Je vais être grossier encore, mais qui a. Et tu noteras qu'il n'investit pas pendu sur la planète. Il n'investit pas lui sur la capture de carbone, tu vois. Par exemple, alors que tu vois, ils ont beaucoup d'argent. Ils ne font rien. Leurs data centers, ils sont crades au possible. Et tu vois, et normalement, AWS, GCP et tout ça, ils devraient vouloir avoir qu'une seule envie, c'est de construire des data centers en France, parce que et dans les Nordiques.
Non mais ils peuvent pas parce qu'après il y a 4 mecs de la mairie qui vont dire qu'il y a une grenouille sur le champ où il faut monter le data D'accord, center. mais c'est l'endroit où on a l'électricité la vont moins pas- abonnée. C'est pas faux. Non mais comme tu as 3 grenouilles rares sur le champ, ils peuvent pas faire le data oui. center. On le Ou fera des dans tor- ou des l'espace. tortues. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de sites industriels français il y a de la place, qui ont déjà les dalles, on peut construire des data Ouais, centers. ouais. Et puis sur l'énergie, on en a, mais on n'en a pas infiniment. Est-ce que tu veux utiliser l'énergie pour faire tourner un data center pour AWS ou l'utiliser pour te réindustrialiser ou pour faire des puces par exemple? Aujourd'hui, si on prend la cause de base, pourquoi on n'a pas de data center aussi gros? On n'a pas de puce européenne qui est capable de faire de l'IA. On n'a pas de fonderie à 2 nanomètres. Donc on va donner, si tu calcules les profits de Nvidia sur 5 ans, c'est plus que ce que ça nous coûterait de faire la fab qui fait ces puces. Donc on a un petit problème, on est complètement abruti de ce côté-là. Tu vois, pour moi qui suis en ce moment en train de coder moi-même avec mes petites mains sur des puces Nvidia, il faut voir qu'aujourd'hui, l'endroit qui pose problème, ce n'est pas la couche hardware de Nvidia, c'est la couche logicielle. Et les Européens, c'est ce qu'ils appellent en termes CUDA. Si déjà on rendait open source ou portable sur toutes sortes de silicone, cette couche sur laquelle Nvidia... Ça s'appelle ZML, mon pote Non, mais- Steve Morin, je vais pas faire de la pub pour lui, mais justement qui travaille sur une stack d'inférence multipuce. On a des Vessora, à Dresde sont en train de construire des gros investissements, peut-être pas du 2 nano mais du 3 nano. Il y a quand même ASML, il y a quand même des choses qui bougent alors qu'il y a un an il n'y avait rien. Là il y a Cyper qui a produit des puces, Vessora qui a produit des puces. L'année dernière c'était zéro. Alors c'est pas assez. La commission a commencé à expliquer qu'ils allaient mettre quelques centaines de milliards Chip et ça crée un peu d'espoir. Act, etc. Donc On va ça espérer bouge. que c'est vrai. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais quand même que vous nous donniez un coup de cœur chacun de ce Vivatech. Vous avez arpenté les allées de ce salon. Hugo, tiens, commençons par toi. Tu vas encore gueuler ou tu vas faire un truc positif? Non mais je suis super positif Non, mais je d'habitude. plaisante. bon, Je te on est obligé de taquine. dire, regarde. Et puis excuse-moi, c'est le bordel, hein. C'est mal organisé moi je trouve. Hein. C'est illisible le truc. Tu dis que des gros mots. C'est terrible. Putain c'est vrai. C'est incroyable. Non mais c'est vrai. Non mais d'habitude non. Mais là je sais pas. Si tes parents te regardent, ils vont pas être contents. Hein. Papa, maman, je suis désolé. Donc, ton coup de cœur. Non, moi, il y a 2 trucs qui ont retenu mon attention. Un, alors c'est pas une start-up, mais la présence d'Adobe pour la première fois à Vivatech. Adobe qui va pas très très bien parce qu'il est très challengé sur l'IA. Adobe qui est quand même le leader dans le PDF, dans la lecture de documents, dans la génération d'images, etc. Ils sont venus. Commence un peu à les chatouiller, toi, avec ce que tu fais. Oui, ah bah nous, ils ont un produit, ils viennent de lancer une offre qui est un peu sur nos plates-bandes, donc on attend de voir qui fait le meilleur produit. Pour l'instant, c'est nous. Et puis on a des clients communs sur lesquels il y a quelques discussions, on va dire, les L'Oréal, les LVMH, les Estée Lauder, etc. Mais j'étais surpris de voir qu'ils venaient aussi fortement. Ils ont un très gros stand. Et c'est pas, on les voit pas souvent sur des salons comme ça un peu plus grand public. Donc de ce que j'ai compris, c'est à la fois de la marque employeur et puis c'est surtout venir chercher l'enterprise européen sur lesquels ils sont un peu en difficulté. Donc ça m'a un peu étonné de voir que Adobe y mettait autant les moyens. Et après, je trouve qu'une start-up qu'il faut à mon avis tu suis, mais c'est Gradium. Qui est hosté sur le stand de AWS, si je dis pas de bêtises, qui est une boîte fondée par des anciens du labo d'IA de Meta dans l'audio et la voix. Et qui, alors des retours que nous on a des gens qui l'utilisent et puis pour le suivre un petit peu, a vraiment un modèle qui est plus performant que les autres. Donc je trouve que Gradium c'est à garder sur la map. C'est une super équipe, c'est une équipe qui a une vraie fenêtre pour prendre le marché. Et je crois que ce qu'ils ont produit sur leur première année est supérieur à ce qui existe sur les standards. Donc Gradium dans Gradium, à regarder. Gradium. Thomas, ton coup de cœur? Alors, moi, il y en a aussi un peu de... La première, c'est une sorte de... Collectivement, je trouve que CNRS, CEA, État, franchement, French Tech, les stands, la qualité des startups, pour avoir été témoin de l'augmentation, franchement, si on prend le temps de regarder en mode on est en train de faire du shopping de technologie en tant qu'entrepreneur, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, on ne le vend pas encore aussi bien que les Israéliens, on ne le market pas aussi bien que les Américains, mais franchement, on a encore des très belles techs. Et si moi je suis investisseur en business angel, etc., je trouve qu'il y avait de quoi faire sur le shopping. La deuxième qui m'a intéressé, je ne vais pas vous donner le nom de la boîte, mais une boîte chinoise qui apparaît, qui essaye de cacher qu'elle est chinoise, qui fait parce qu'il sent bien qu'ils ne sont pas si bienvenus que ça, qui montre des trucs. Et en fait, ce que ça m'a permis de faire, en leur posant des questions techniques, c'était, j'ai découvert qu'en fait, il avait une stack open source que je ne connaissais pas, que seuls les Chinois avaient. Et donc, en fait, j'ai pu faire ce que j'aurais dû faire à Shenzhen, en allant creuser, en disant tiens, c'est un truc qui sort d'un labo de recherche de Tencent que je ne connais pas. Parce que là, ils sont venus à toi avec cette technologie sur un plateau, quoi. Carrément. Exactement. Et donc, en intelligence économique, pour la première fois qu'on fait les Chinois des Chinois, je trouvais que c'était sympa. Jean?
On a des Japonais qui ont fait tout le chemin jusqu'ici. Moi, j'ai vu des boîtes japonaises. J'aime bien les Japonais. Ils ont une créativité d'ingénieurs fantastique. Et j'ai vu une société qui s'appelle... C'est compliqué quand même pour le Japon, non? Ils sont très aidés. Il y a beaucoup de ventures. Quand on voit toutes ces marques mythiques japonaises qui sont en train de s'étioler, Panasonic, Sony, enfin voilà. Mais ils se posent les mêmes questions que nous. Pourquoi on a réussi avant et pourquoi on ne réussit pas maintenant? Et ils arrivent aux mêmes réponses que nous. Il va falloir qu'on mette de l'argent sur notre jeunesse. Mais je vois des choses fantastiques. La jeunesse au Japon, c'est compliqué. Hein, il y a de moins en moins de... en dehors des villes, c'est très compliqué. Ouais. En ville, ça va. En dehors des villes, il n'y a plus personne. Hein, donc ça devient très très compliqué. Le Space Cool, une société qui fait un autocollant blanc qu'on pose sur des toits et qui fait tout simplement un truc génial et simple. Ça réfléchit la lumière, c'est blanc, mais ça transpose la lumière dans une autre fréquence qui fait qu'à la place d'avoir l'infrarouge qui reste dans l'atmosphère, c'est transféré un peu plus vers le bleu et ça monte dans l'espace. En fait, c'est assez étonnant. Si on fait une tente avec ça, en dessous, il fait beaucoup plus froid qu'au-dessus en plein soleil. Et c'est révolutionnaire en fait. C'est révolutionnaire, c'est une merveilleuse technologie, 60 familles de brevets, un vrai business qui démarre, une utilité évidente. Mais c'est quoi? C'est de la peinture ou en matériau? Non, c'est un matériau avec différentes couches et derrière ça fait simplement un changement de fréquence de ce qui est réfléchi. Donc c'est une astuce optique mais qui marche à très très grande échelle. J'ai trouvé cette société rafraîchissante, c'est le cas de le dire, mais pas seulement rafraîchissante, c'est intelligent, c'est de la belle ingénierie, ça se fait pas comme ça. Et puis avec la canicule pour faire des démos, c'est top. Ah ben là, Vivatech, on économise à peu près 30% de la facture énergétique. Hein. Oui, c'est clair. Il y avait autre chose? Alors j'hésite à le dire, mais j'ai vu une société dans laquelle Jolt est un peu investisseur, je dois l'avouer, qui fait un modèle frontière dans des domaines de la neurologie qui s'appelle BioSerenity et qui vraiment présente maintenant comment on va soigner les gens, comment on va diagnostiquer des choses avec une IA et un large modèle. Et j'ai trouvé ça hyper innovant, hyper intéressant et c'est mis en musique maintenant. Et ça, c'est soigne que les Français pour l'instant. Beaucoup. Et il faudra qu'on les reçoive dans Tech & Co. Ah ouais, ça vaut le coup. Ils sont français. Ils sont français. C'est un large modèle, 1 milliard de paramètres qui a été fait sur des électroencéphalogrammes et ça permet de diagnostiquer très très vite beaucoup de maladies. Je crois que 25% des patients français passent maintenant par leurs mains. Jean-Baptiste, ton ou tes coups de cœur? Ouais, en fait, avant les coups de cœur, c'est quand même les grosses tendances. Les grosses tendances, ça va être la souveraineté, ça on en a parlé, avec même des gens qui comprennent qu'il faut plus de souveraineté, mais il faut parler de autonomie numérique. Donc c'est quand même assez cool là-dessus. Énormément la défense qui sort. Il y a Airbus qui expose, MBDA et pas juste un peu caché quoi. Vraiment, ils n'ont pas peur. La défense, ça fait partie de l'industrie. C'est un sujet européen. Ils sont partout. On n'est pas dans le je me cache quoi. Alors que jusqu'à présent, c'était un peu je me cache. Et ben en fait, une des startups que j'ai préférées, c'était sur le stand de CMA CGM. C'est Iona, c'est de la livraison par drone d'avions téléguidés pour faire de la supply chain et faire des trucs. Il y a des Français, il y en a une partie qui est à Dublin, il y a une partie qui est à San Francisco. C'est vrai que la livraison par drone, c'est un sujet un peu touchy, quoi. On voit que Amazon teste, exactement, Google teste aussi. Walmart, en fait, surtout, hein, Zipline, ouais. Walmart, et là, donc c'est un concurrent un peu de Zipline, un peu les nouvelles générations. Moi, je dois avouer, ça m'a bien fait plaisir. Et j'ai vu quand même plein de trucs en santé, mais c'est vrai que moi, je fais de plus en plus de choses en santé, donc ça m'a étonné moins. Mais tu vois, j'ai revu les gens de Clear Surgery, j'adore, et plein de choses comme ça. Très bien. Bon. Il nous reste quelques minutes. Je sais pas, encore un petit coup de cœur ou je sais pas, une tendance Si, un truc génial. Le meilleur stand du monde, c'est celui. Alors je sais pas si c'est La Poste ou DocaPost. Il y a en Lego. Moi qui suis un fan de Lego, il y a une sorte d'usine refaite en Lego. C'est un super truc qui a été fait. Là, il faut qu'on parle comme des enfants alors. Moi j'ai adoré les stands, le stand sur les robots humanoïdes qui m'a beaucoup rassuré et qui m'a beaucoup plu aussi. Un robot humanoïde, tu peux lui taper dessus, le pousser, etc. Il reste en équilibre tout le temps. En revanche, il sait rien faire. Et c'est super rigolo de voir ça. C'est des machins qui tiennent debout. Inversement, j'ai trouvé assez brillant certaines sociétés, alors je ne vais pas faire de la pub tout le temps, qui travaillent sur le fait de mettre le cerveau dans ces robots qui ne savent rien faire. Et ça, on est dans de l'IA hyper fondamentale. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Et je pense que les Français sont brillantissimes. Il y a un open source qui s'appelle Pidocchio qui vient de l'INRIA, qui est dans ces domaines-là et que tout le monde utilise.
Tout à l'heure, je recevrai le fondateur et CEO de Apps, et Stéphane Bobot aussi, que tu connais bien, qui s'occupe du groupe Innov8 et qui fait venir en France et en Europe les fameux robots Unitree. Et qui met le cerveau au-dessus, ou en tout cas la couche applicative qui fait que ça ne sert pas à rien. Thomas. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est bien, pour l'avoir vu depuis 10 ans, c'est que quand le président venait, la moitié du salon s'arrêtait. Là, c'est plus le cas. Là, le salon, donc ça montre que ce que tu disais, il y a un peu moins, bien qu'il y ait un peu moins de politique et plus d'industriel. Et donc moi, je voudrais quand même dire que ce salon des 10 dernières années, c'est quand même le plus réussi. Je trouve qu'on a été un petit peu amer. Moi, je voudrais quand même dire que, en tant que Français, en tant que participant de cette aventure sur laquelle personne ne croyait il y a 10 ans, franchement, il faut savoir dire chapeau l'artiste. Oui. Vous avez créé un truc et un business en 10 ans exceptionnel, un vrai business d'ailleurs. Et donc, peut-être pour terminer comme sur une note positive, les politiques ont fait leur rôle en amorçant les grandes entreprises ont joué le jeu. Finalement, on continue à râler, mais la dynamique est là, ça nous donne plein d'idées. Et donc moi, je voulais revenir sur cette logique positive qui est, franchement, heureusement qu'il y a Vivatech. Moi, au mois de juin, plutôt que d'aller à la Worldwide Development Conference d'Apple, etc., je reste ici, je fais plus de business ici. Et donc, c'est bon pour les entrepreneurs, c'est bon pour la tech, c'est bon pour la France. Et des politiques européens non français. Et des ministres allemands. Et un truc au ministère des Affaires étrangères avant où il y avait des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Donc c'est pas juste franco-français, même sur les visites politiques. Ça, c'est vraiment clé. Allez, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on se mette dans la peau des organisateurs de Vivatech pour l'édition de l'année prochaine. Ok ? On est tous les 4. On crée Vivatech, 11e anniversaire, donc 2027. Qu'est-ce que vous mettriez dans Vivatech ? Les Américains au 2e étage. Et au 1er étage, on met nos boîtes à nous. Non, mais il faut absolument. On a des stars quand même. On a parlé d'Arthur Mensch, on a parlé de Yann Lequin, etc. Donc c'est les têtes d'affiche. Tous ces têtes d'affiche. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'il en faut plus. C'est le premier truc. Pas forcément un lead magnet à la Bezos, mais des mecs sérieux qui vont t'apprendre des trucs. En plus, Lequin d'ici là, il aura sans doute chippé un petit peu, donc il y aura des trucs, à montrer. Moi, je simplifierais. Parce que pour avoir été du côté sponsor, comme tu le dis, c'est quand même un très beau business. Donc ils vendent chaque mètre carré et chaque mètre carré est vendu à prix d'or. Moi j'aurais moins d'exposants parce que je trouve que c'est la foire fouille quoi. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et je clarifierais mes thématiques. J'aurais 1, 2 thématiques qui sont le message qu'on doit tirer de Vivatech. Parce que si on fait le tour du plateau et qu'on demande qu'est-ce que tu as retenu de Vivatech, c'est quoi le message, je suis pas sûr qu'on ait tous la même réponse. Et je suis même pas sûr qu'on puisse tous répondre. JB, l'édition de 2027 de Vivatech. Ce que je veux voir, en 2 mots, c'est le salon de l'auto Vivatech. Je veux des voitures, je veux des BM, je veux des entreprises allemandes. Il y a le salon de l'auto, c'est à la fin de l'année là. Ouais, mais je le veux qu'il soit en même temps que Vivatech. Ah oui. Je veux que, comme au CES, il y ait toute la partie automotive qui soit là. Je veux qu'il y ait toute la partie espace qui soit là de façon, en montrant des trucs un peu plus impressionnants que des booths. Je veux que tout le parking à côté de Vivatech, là où il n'y a rien, on puisse avoir ce genre de démonstrations que tu as autour du CES qui sont tellement populaires et qui marchent vraiment bien. Bon. Moi, je pense qu'il faut faire venir les investisseurs aussi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et en plus, un peu plus d'attractivité pour les investisseurs. Il faut qu'ils viennent voir, pas les VC, parce que les VC sont tous là. Non, les autres, les institutionnels, ceux qui sont dans leur bureau, très très loin d'ici, qui viennent voir et qui se rendent compte que ce n'est pas une asset class qui est un détail, qui est en train de mourir en Europe, mais au contraire, ils ont la chance d'assister à quelque chose qui grandit. Donc, il faut faire des tours pour les fonds de pension en même temps que des tours pour les étudiants. Je crois qu'ils sont au même niveau. Thomas, 2 secondes, 2 phrases. Alors déjà, l'application est pas formidable. Moi, je mettrais des lunettes connectées et je ferais en sorte qu'on puisse naviguer dans le salon avec un truc vraiment innovant parce qu'on pourrait quand même mettre le support la tech. Et la deuxième chose qui me fait toujours un peu peine, c'est que aujourd'hui, c'est les investisseurs, c'est ceux qui payent le plus, qui parlent le plus, mais c'est pas les plus intéressants. Et donc je pense c'est un peu la logique des conférences, on ne peut pas leur en vouloir. Mais maintenant, actant le fait que c'est tellement un succès Vivatech, je pense que c'est l'occasion de faire des vrais programmes un peu plus profonds sur la qualité des intervenants pour que le genre de débat qu'on vient d'avoir se fasse main stage plutôt que chez BFM. C'est pas que j'aime pas BFM, c'est juste que c'est un peu le rôle de Vivatech aussi d'assumer son statut de leader de la tech. Et bien voilà, on va envoyer ces 2 dernières minutes aux organisateurs de Vivatech. Ça va peut-être les inspirer et on le checkera pour l'édition 2027 car on y sera évidemment. Merci beaucoup à tous les 4, c'était top. Merci à Thomas Serval, merci à Jean Schmitt, Jean-Baptiste Kampf et Hugo Borenstein. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech revient dans un instant. On va parler robotique avec nos invités. À tout de suite.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Le retour de Tech Co, la quotidienne, on attaque depuis Vivatech notre dernière demi-heure en ce lundi soir. Un grand merci d'ailleurs de nous suivre. Petit rappel, nous étions toute la semaine dernière à Vivatech. Vous pouvez retrouver les replays et les podcasts de nos précédentes émissions, bien sûr, si vous voulez avoir toutes les tendances de ce salon. Pour cette dernière demi-heure, on va se plonger dans la robotique présente ici. Tout à l'heure, nous allons parler d'Enchanted Tools. Voilà, une belle boîte aussi de robotique 100% française. Mais dans l'immédiat, je vous présente nos deux invités qui sont là. Stéphane Bobot est là. Salut Stéphane. Salut. Fondateur et président du groupe Innov8, et Olivier Locuffier là aussi. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Fondateur et CEO de Apps. Alors, tous les deux, eh bien, vous participez, vous mettez en place des partenariats parce que Stéphane, il faut le savoir, depuis quelque temps déjà, vous importez en France des robots Unitree, ces robots qui viennent de Chine, qui sont impressionnants, dont on voit les vidéos qui circulent sur le web et qui sont hallucinantes, qui arrivent à danser, à faire du kung-fu, à avoir une dextérité humaine finalement. Ce partenariat se passe bien avec Unitree ? Eh ben, tout à fait. L'année dernière, on avait présenté ce partenariat avec Unitree et Innovate, qui est devenu le master distributeur d'Unitree, justement pour démocratiser, déployer ces machines en France. Et donc, en effet, on a atteint un niveau de performance, et on l'a vu cette année dans des vidéos incroyables de show, avec des robots synchronisés, parfaitement synchronisés, qui faisaient des sauts périlleux arrière. Et en fait, tout ça pour montrer que le sujet de la stabilité, que l'équilibre a été réglé. Et ça, c'était une étape majeure sur l'avancée de la robotique. C'est qu'on n'ait plus de problème de mobilité, de stabilité, d'équilibre. Et on ne se rend pas compte de la complexité de tout ça. Parce que nous, évidemment, de manière instinctive, on arrive à se mouvoir, à avoir de l'équilibre. Mais de manière instinctive. Robot, voilà. Pour un robot, c'est compliqué. Un robot, il doit recalculer 1000 fois par seconde son équilibre. Donc en fait, c'est une des performances incroyables qu'a atteint Unitree, parce qu'on voit, on peut les bousculer, on peut les chahuter, on voit des combats de boxe, justement parce que c'est les pires crash tests qu'on peut imaginer pour un robot pour évaluer sa capacité à résister, pour que demain, il soit capable de monter parfaitement des escaliers sans tomber en arrière, qu'il puisse aider à relever quelqu'un, par exemple, en gardant l'équilibre. À déplacer des choses, à agir sur des machines. Ça, c'est réglé. On a bien compris que Unitree, ils ont réglé ce problème-là. C'est-à-dire qu'un robot, aujourd'hui, arrive à faire peu ou prou ce que fait un humain en termes de motricité. Le seul problème, c'est que tu es toujours aussi bête, ce robot. Exactement. Aujourd'hui, il leur manque un cerveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui le télécommande ou qui le programme. Ils sont aujourd'hui complètement téléopérés, et donc ils agissent comme des marionnettes, d'où parfois les bad buzz où on voit des séquences de robots qui vont taper un écran ou malheureusement quelqu'un dans la foule qui était un peu trop près, parce qu'une fois que la séquence est lancée, à moins d'arrêter le robot, il délivre sa séquence. Donc c'est une marionnette, il n'a pas conscience de son environnement. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est le cerveau, c'est cette intelligence robotique qu'on espère pouvoir développer en Europe et en France particulièrement. Et c'est pour ça que on travaille avec un très grand nombre de chercheurs académiques en France, des universités, mais aussi des startups talentueuses comme Abs, sur lequel cette année à Vivatech, on a fait le choix de démontrer certaines performances justement d'intelligence robotique qui donnent un peu cette vision sur comment on imagine pouvoir communiquer plus efficacement avec un robot, pas simplement par du code ou une télécommande, mais par la pensée. Parce que Olivier, on va vous écouter dans un instant, bien évidemment, mais dernière question pour vous, Stéphane. Le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire, c'est le challenge. Non pas une conscience, parce que c'est peut-être un mot un peu trop puissant, mais en tous les cas une dextérité à un robot et une autonomie pour qu'il puisse, quand je lui pose une question, me répondre ou agir, faire une action. Lorsque je lui demande de faire ça, on en est encore loin, on est d'accord ? Oui, il y a encore. Alors il faut savoir qu'on va démarrer dès cette année, dès l'année prochaine, un très grand nombre de proof of concept, de démonstrations réelles dans des sites industriels. Donc là, depuis un an, on a eu plus de 400 demandes d'entreprises françaises, de la PME jusqu'au grand groupe du CAC 40, qui veulent tous avoir testé ces robots. Donc là, on est en train de choisir certains proof of concept
pour les démontrer sur des use cases très précis, des cas d'usage très particuliers, avec des fonctionnalités monotaches dans un premier temps. Mais tout l'enjeu, c'est d'augmenter la connaissance de ces robots, leur compréhension du monde, pour qu'ils puissent demain réagir en temps réel à une interaction. Vous allez lui demander de prendre une bouteille et de la porter à Olivier, par exemple. Ça, c'est encore énormément de travail pour arriver à ça. On va y arriver. Alors vous on va y arriver. On va y arriver ça parce va que prendre combien de temps? On a une idée nous, on ou pas? estime que les vrais déploiements dans le secteur professionnel seront d'ici 3-5 ans et dans un environnement plus du particulier à plus de 10 ans. Quand même. Ouais. Vous restez là bien sûr Stéphane. On va découvrir Apps. Olivier Lecuffier, vous en êtes le fondateur et le CEO. Vous êtes né sur le plateau de Saclay. Alors Apps, ça veut dire Human Augmented Brain Systems. Exactement. Et vous arrivez, grâce à des capteurs, à identifier certaines émotions. Par exemple la douleur, la fatigue, etc. C'est ça ? Exactement. En fait, on est à la base dans le chiffrement. Donc, en fait, on a découvert un algorithme qui nous permet de décrypter énormément d'éléments dans le cerveau, aussi bien toutes les émotions humaines, les intentions, mesurer la douleur, mesurer le niveau de drogue, le niveau d'alcool et d'autres éléments de ce type. Et donc là, l'année dernière à Vivatech, on avait présenté en fait une démonstration où les gens goûtaient des macarons et ont montré leurs émotions. Là, cette année, on a voulu... Alors, rappelons comment ça fonctionnait. On avait pareil, les gens avaient été équipés d'un dispositif sur la tête. Un dispositif EEG. Et donc, en fait, on décryptait en temps réel leurs émotions liées au goût. Donc, en fait, dès qu'ils goûtaient, on voyait les émotions transparaître. Donc, cette année, on a refait un peu la même chose, mais sur la musique, avec énergie. Et avec Innovate, ce que l'on voulait, c'était aller un peu plus loin et montrer les travaux qu'on a fait en 2025 qui sont beaucoup plus précis en termes de décryptage d'ondes cérébrales. Et donc là, ce que l'on propose justement dans l'exercice, c'est que les gens doivent penser soit à quelqu'un qui les aime, soit penser à une musique ou penser à une opération de mathématiques. Les informations sont décryptées dans la pensée humaine et ensuite la personne, quand elle prend une carte, donc par exemple c'est le cœur, elle doit poser la carte contre elle, repenser à la personne qu'elle aime. La version est décryptée dans son cerveau, transmise au robot, et là le robot forcément se met à faire un cœur et à choisir la carte qui correspond à ce qu'a fait la personne. Alors ça a l'air simple, mais c'est super compliqué. C'est même une première mondiale. On est les seuls à arriver à décrypter de manière claire les pensées avec un simple capteur EEG. Ce que j'insiste bien, on n'ouvre pas le crâne pour mettre une puce à l'intérieur. On le fait de manière totalement non intrusive. Oui, on est loin de Neuralink, par exemple. Exactement. La société d'Elon Musk. Exactement. Alors, évidemment, c'est fascinant. Évidemment, on est au tout début de tout ça. Mais est-ce que sur la surface du crâne, il y a assez d'informations, justement, pour interpréter, je dirais, notre intime? L'intime, quand je dis l'intime, c'est avoir assez d'informations pour aller plus loin, finalement, dans vos actions, enfin, dans cette interface homme-machine. Là, déjà, avec ce que l'on fait aujourd'hui, on peut très bien imaginer, avec même les robots d'Innovate, on pourrait très bien imaginer sur des robots en usine, au lieu que la personne pense à quelqu'un qu'elle aime, elle pense simplement à une action. Et si elle pense à l'action, l'action se fera. Donc c'est déjà une révolution dans le monde du Brain Computer Interface. Parce qu'habituellement, les démos que l'on a pu voir de par le passé, c'est plutôt du musculaire. C'est-à-dire que les gens vont cligner de l'œil et ça a bougé un peu le bras du robot. Là, globalement, c'est vraiment la pensée humaine qui est décryptée. Et donc on peut déjà imaginer beaucoup plus facilement dialoguer avec les robots. Stéphane, ça vous inspire quand vous écoutez tout ça et comment vous essayez d'intégrer en fait ces technologies et comment vous discutez avec Olivier dans la robotique que vous essayez de mettre en place? Alors pour nous, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, ça valorise des technologies, des expertises françaises et ça nous donne aussi une singularité en France et en Europe de faire émerger ce type d'approche dans la robotique, d'utiliser le cerveau, justement la pensée, la transmission d'émotions pour interagir avec un robot. On l'a évoqué, il y a des cas d'usage possibles dans l'industrie où en effet on peut imaginer une personne sur le site du travail devoir travailler en simultané avec un robot et en pensant à l'action, ils vont faire le mouvement en synchronisé. Voilà, et donc on a une communion en fait d'échanges entre l'homme et le robot. Et puis de manière plus prospective, plus lointaine, si demain on imagine qu'à horizon 2050, il y aura 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre, un robot pour 10 habitants, ça veut dire qu'on en aura chez nous. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir transmettre
notre état d'esprit, nos émotions en robot, qui sache si on est stressé, si on est fatigué, comment on se sent, et pas simplement lui donner des ordres par la voix, donc arriver à le rendre plus humain et moins algorithmique. C'est-à-dire qu'en gros, je pense au fait d'avoir envie d'un café. Le robot pourrait le comprendre et pourrait aller me faire un café. Exactement. Exactement. C'est ça l'idée. Ou de la même manière, si jamais le robot sent que là, on travaille aussi dans le monde de la santé, on va mesurer la douleur par exemple sur un enfant, on pourrait se dire que si la douleur est mesurée, la transmettre directement au robot, le robot a connaissance de l'information pour réagir de manière beaucoup plus empathique entre les émotions et ce que ressent la personne. Le travail est titanesque. Oui. Vous pensez qu'on peut y arriver ? Ah oui, honnêtement, côté déjà de ce que l'on arrive à faire en traduction des ondes cérébrales, de notre côté, on est déjà relativement prêt. On va continuer encore d'améliorer nos algorithmes pour toujours traduire de plus en plus finement les informations. Et je pense que côté robotique, ça peut vraiment être le bon lien pour permettre justement au use case robot d'avancer sur le marché. Stéphane, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se rapprocher de certaines boîtes qui travaillent sur la reconnaissance vocale finalement parce qu'on voit qu'on a des pépites françaises qui sont dans ce domaine, qui sont ici d'ailleurs à Vivatech. Complètement, en fait. Parce que peut-être qu'avant la pensée, ça serait bien d'avoir la voix. Oui, et en fait, ce qui est très compliqué pour un robot, par exemple, c'est dans un environnement bruyant comme celui-ci. Ouais. Arriver à capter qui parle, l'orientation du son, en fait, par rapport à la personne. Donc, en fait, il faut voir que le robot aujourd'hui comme une plateforme, comme un Lego, sur lequel on va y ajouter des accessoires, des logiciels, des applications pour répondre parfaitement à des cas d'usage très spécifiques. Le robot d'accueil, ça va être un vrai sujet et il n'y a pas encore les bonnes technos en termes de microphone et de captation du son pour avoir une très bonne expérience utilisateur. Est-ce que Unitree, entre-temps, améliore en fait ces robots ? Oui, c'est une amélioration permanente. Récemment, il y a eu une annonce avec Nvidia de coopération sur Groot, ce nouveau système de simulation avec un produit Unitree qui est le H2 et qui va permettre d'aller encore plus vite avec des puissances de calcul plus importantes pour être capable d'améliorer son apprentissage et d'avoir des apprentissages de plus en plus rapides pour les déployer. En fait, maintenant, c'est la course au cerveau. C'est la course au cerveau. La guerre de l'intelligence ne vient que de commencer. C'est ça. Et espérons qu'on ait une carte à jouer, nous, ici en France. Tout à fait. Grâce à vous, entre autres, et grâce aussi à Apps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier Lecuffier, donc fondateur et CEO de Apps, et Stéphane Bobot, donc fondateur et président du groupe Innov8. Toujours impressionnant de regarder ces vidéos de Unitree, bien sûr. Vous restez avec nous. Tout de suite, on continue notre voyage dans la robotique ici à Vivatech. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. On va terminer cette suite d'émissions, encore une fois en parlant de robotique, avec mon invité Jérôme Monceau est là. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François. Directeur et fondateur de Enchanted Tools, qui est l'un des spécialistes français de la robotique de service. Comme quoi on a de belles pépites bien évidemment, et si vous êtes avec nous à la télé vous pouvez voir Mirokai qui nous fait des petits coucous. Voilà ce robot tout mignon, Jérôme, dont vous êtes fier bien sûr parce que ça fait des années qu'on suit ensemble sur BFM Business dans Tech & Co les avancées de Mirokai et on le voit qui se perfectionne de génération en génération. Ah oui, là c'est un moment un peu particulier parce qu'on est en train de passer d'une version prototype pré-industrielle à la version officielle qui va être certifiée. Donc là on vient de l'annoncer, on a la V1 qui est arrivée, c'est un gros soulagement pour toute l'équipe et un travail énorme qui vient d'être abouti. Ça fait depuis combien d'années que vous travaillez sur ce robot ? Alors ça fait 4 ans qu'on est dessus, on a lancé l'entreprise en fin 2021, on est parti très très vite, on a levé un total de 50 millions, on a constitué une équipe quand même un peu solide derrière tout ça, sur l'héritage français dans cette forme de robotique d'ailleurs. Que vous êtes un ancien d'Aldébaran. Voilà, c'est ça, et donc moi, mais aussi plein d'ingénieurs, plein d'écoles, plein de laboratoires de recherche, on s'est mobilisé autour de ce projet et qui a aujourd'hui atteint la V1 et donc la certification et donc le scale. 4 ans pour faire un robot, c'est court mais long finalement, on ne se rend pas trop compte, on n'a pas de l'échelle bien sûr. C'est compliqué d'arriver à faire ça aujourd'hui. Quels ont été les moments les plus
les plus difficiles? Alors le proto, ça va très très vite au début, surtout quand on sait ce qu'on veut faire. En 12 mois, on a réussi à avoir le premier proto. Après, il faut reprendre l'architecture parce qu'il suffit pas d'avoir un proto, il faut faire un produit. Et donc ça nous a pris 18 mois. Et puis après, on a eu une autre itération par-dessus ça pour aller toucher ce qu'on appelle le design for manufacturing, c'est réduire les coûts de production, faciliter la production. Et puis maintenant, reste la phase de la certification. Donc vous savez, compatibilité électromagnétique et la sécurité des gens, qui était une étape importante. Donc on peut pas faire l'économie de ça. Il a été homologué, ça y est, ce robot? Non, bientôt là, cette année, oui. Donc cette année, l'homologation va vous apporter quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir librement le déployer en Europe particulièrement, donc c'est le marquage CE. Okay. On peut déjà le vendre à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, sans cette certification. Oui, mais en Europe, du coup, il faut cette certification pour pouvoir le vendre à plus grande échelle. Et cette certification apporte quoi en fait? Elle apporte la garantie aux utilisateurs que le robot satisfait aux contraintes de sécurité et d'usage standard en Europe. Et donc ça permet d'avoir des assurances plus optimisées et puis une sécurité d'usage, une confiance. C'est un produit européen. Évidemment. Et ça arrive donc cette année, c'est ça? Ça arrive cette année, oui. Parfait. Quand on s'intéresse un peu au monde de la robotique, on est impressionné par les progrès qui ont été faits en électromécanique. Quand on voit aujourd'hui ce qu'arrive à faire, par exemple, la Chine avec Unitree, c'est dingue. Oui. On a une dextérité, des mouvements qui sont presque organiques de ces robots, mais ils sont bêtes. Ils ne comprennent rien. Il faut les télécommander pour qu'ils fassent des choses ou alors les synchroniser pour des danses, pour des manifestations, etc. etc. Est-ce qu'il y a de l'intelligence dans Mirokai? Alors c'est exactement le sujet, c'est exactement le combat. Ce que je rappelais il y a peu de temps, c'est que mon objectif, c'est pas de vendre des robots, c'est que les robots soient utilisés. C'est le nombre de minutes d'usage qui nous intéresse. Aujourd'hui, on en cumule 600 000 minutes d'usage. Donc ça représente 416 jours continus d'utilisation de la plateforme. C'est énorme. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent. Je veux dire, c'est pas juste de la danse ou des passages télé. C'est vraiment des gens dans des hôpitaux, dans des institutions qui accompagnent les personnes handicapées, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux pour le traitement du cancer chez l'enfant, qui utilisent de manière quotidienne cette plateforme. Et pour ça, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence de la maniabilité, de l'utilisabilité, mais il faut aussi de la pertinence du robot, qu'il réponde au bon moment, qu'il aille au bon endroit et qu'il prenne les bonnes choses. Ça veut dire que votre robot a un petit cerveau quand même, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être autonome ou est-ce qu'il faut encore que quelqu'un soit derrière lui pour le piloter? Oui, donc l'autonomie ultime, c'est l'autonomie où le robot se débrouille tout seul, il n'y a plus personne autour et il fait son job. On le branche, il sait ce qu'il doit faire, il répond aux simulations qu'on peut lui apporter. Voilà. Alors, l'autonomie ultime, c'est pas encore disponible nulle part dans le monde. Et c'est pas prêt de l'être, visiblement. Ça demande un énorme travail. Surtout, il faut aussi travailler sur nous, changer nos habitudes de fonctionnement pour accepter cette autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'autonomie collaborative. Et honnêtement, moi, je la trouve plus intéressante. C'est-à-dire, mon sujet, c'est pas forcément de décider tout seul ce que je dois faire. Mon sujet, c'est d'aller voir les aides-soignants, d'aller voir le personnel sur place, de poser des questions et de déterminer avec eux quelle est la bonne chose à faire. Ça, c'est de la collaboration et ça s'inscrit dans une logique de non-substitution et de non-remplacement des humains, mais plutôt d'augmentation de leur efficacité et de leur impact sur leur environnement. Mais aujourd'hui, par exemple, les premiers tests que vous faites avant l'homologation en Europe, aux États-Unis par exemple, qu'est-ce que fait Mirokai dans un hôpital ou les aéroports? Alors c'est variable en fonction des endroits où on les déploie. On a des endroits, donc l'ICM, on en parle souvent, où le robot il rentre dans le bunker de radiothérapie et donc là il est avec l'enfant au moment du traitement, ce qui permet d'éviter la sédation et donc de faire au final que il y ait moins de traumatisme et beaucoup plus d'enfants qui profitent de la machine. Après après c'est un institut de. Et là excusez-moi, je vous coupe, mais il a des interactions
autonome avec l'enfant? Bien Ou est-ce sûr. qu'il faut quand même quelqu'un derrière, je ne sais pas moi, une porte, une fenêtre, qui le pilote le robot? Alors, il y a un peu des deux dans ce cas précis-là. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le bunker, on est en interaction libre avec l'enfant, mais à travers des prompts qui ont été faits avec des psychologues et avec toute l'équipe spécialisée dans l'accompagnement de l'enfant. Nous, notre boulot, c'est pas de se substituer à l'intelligence des médecins, et donc c'est au contraire de l'amplifier. Et puis, une fois qu'on est dans le bunker, c'est un endroit qui est tellement maîtrisé, tellement codifié, que là, c'est un opérateur depuis le poste de contrôle qui reprend la main pour accompagner l'enfant. Et puis il y a plein de scénarios en tout genre, c'est un milieu vraiment très extrême. L'idée, c'est que petit à petit, Mirokai gagne en autonomie, c'est ça? Oui. Votre objectif, c'est quoi à 5-10 ans, par exemple? Là déjà, en ce moment, on est en train de rassembler 3 grandes fonctions. Donc la fonction d'être en interaction libre avec l'utilisateur, la fonction de se déplacer en environnement social, c'est-à-dire avec des gens qui le prennent, qui le poussent, qui l'amènent à un endroit, qui lui disent d'aller là-bas, etc. Et de manipuler des objets en environnement social. Ça veut dire, je lui donne un objet, il prend l'objet, je prends un objet de sa main, je déplace un objet qu'il va prendre, enfin voilà. Et donc on est en train de combiner tout ça dans la plateforme, ce qui va lui donner un premier niveau d'autonomie. Alors on a volontairement simplifié des problèmes, on monte pas les escaliers parce que c'est trop dangereux, on prend pas tous les objets parce que les couteaux c'est dangereux dans les mains des robots, on est dans des endroits safe, on veut garantir la sécurité des personnes, donc on est dans ce premier niveau d'usage. Et là aujourd'hui on est capable de démontrer une traction qui est incroyable. On a 2500 robots qui sont réservés par des lettres d'intention par nos clients. Et là on vient de faire les pré-orders de la V1 et ça part très vite, donc on est très fiers de ça. Maintenant, à 10 ans, il y a pas mal de choses qui vont évoluer. On voit bien le grasping et la dextérité évoluent à une vitesse incroyable. Alors on atteint des pourcentages du genre 87% de réussite. C'est très bien 87% de réussite, mais c'est pas suffisant. Parce que quand on se plante 13% du temps avec un couteau dans la main, ça pose un problème. Ouais, donc nous, on a besoin que cette techno gagne en maturité. On accélère aussi de notre côté, de manière à pouvoir aller sur un deuxième niveau de manipulation et d'usage de la plateforme. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une interaction totale avec un robot autonome comme Mirokai, qui pourrait peut-être changer d'aspect d'ailleurs, dans 10 ans ou 15 ans, qui soit à la maison, que je lui dise, bah tiens, est-ce que tu peux aller me préparer un café, me faire des pâtes à la carbonara, est-ce que tu peux me nettoyer le canapé, etc. etc. Est-ce que c'est un fantasme? Ou est-ce que vous y pensez? Ah ben non, mais plus qu'on y pense, on y est là, on va vers ça. Le sujet c'est consumer, c'est un des sujets. Nous, notre niche c'est healthcare. On commence par s'occuper des gens, accompagner tout ça, et progressivement on va sortir de l'hôpital. Par contre, il ne faut pas vendre tout de suite tout type d'usage. Il faut essayer de cadrer ça, en particulier vers les personnes qui en ont besoin. Donc moi, ma cible, c'est les familles et les familles qui en ont besoin. Une personne âgée à la maison, un enfant handicapé à la maison, une personne qui a besoin d'assistance. C'est la priorité, on va dire ça. Oui, c'est la priorité, c'est la pertinence. Parce que ramener une bière à quelqu'un, c'est cool, on a envie de le faire, etc. Mais est-ce que ça fait vraiment un business? Voilà. Nous, on a besoin d'asseoir notre business, de le fonder sur quelque chose qui est essentiel pour les clients. Et c'est pour ça qu'on a cette attaque famille qui en a besoin. C'est l'IA générative qui va tout changer, qui va faire que le robot va comprendre ce qu'on lui dit. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas là aujourd'hui, on a un super partenariat avec Google DeepMind, on est trusted partner, on fait tourner les algos qui sont des algos non accessibles au public, et ce qu'on voit c'est fabuleux, le robot il est capable de comprendre son environnement, il est pertinent dans le contexte. En fait avec Google DeepMind il arrive à quoi? À voir son environnement, à comprendre ce qui se passe autour de lui? Oui, à le verbaliser et à comprendre la situation et à articuler les fonctions du robot, se déplacer, prendre un objet, dire quelque chose, en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Donc ce qu'on a de plus en plus accès, et là on en a besoin, c'est de la planification. Donc pour atteindre tel objectif, je dois faire telle action, puis telle autre, puis telle autre. Et ça, c'était pas accessible il y a un an, mais en un an, il s'est passé une révolution. Et puis il y a une deuxième chose qui est ultra importante, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Donc vous avez entendu parler, oui, bien sûr. Je vais interagir avec un ordinateur pour lui faire générer un programme. Eh bien le robot apparaît comme une ressource pour ce programme. Donc la personne qui va vibe coder, elle va pouvoir non seulement faire des programmes, mais des programmes qui s'exécutent dans le monde réel par l'intermédiaire d'interfaces sécurisées avec des guidelines éthiques qui sont quand même là, mais qui vont permettre d'amplifier le rôle des programmes qu'on génère. Alors Google DeepMind est une boîte américaine bien évidemment. Oui. Est-ce que la notion de souveraineté, le fait de se dire est-ce qu'on peut donner une intelligence européenne ou française
à votre robot, c'est quelque chose d'important. Alors c'est ultra important, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'IA, c'est pas une IA. Des IA, il y en a plein. Déjà, rien que quand vous regardez dans le robot, il y en a qui tournent en embarqué. Aujourd'hui, on est très dépendant d'un cloud. Et quand on fait une machine qui se déplace comme ça, eh bien, on a des problèmes de temps de latence, on a des problèmes de connectivité. De réseau, etc. Et donc, du coup, ça casse l'usage. Et il y a des endroits où on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Donc, on doit viser de l'embarqué. Et pour avoir de l'embarqué, il faut spécialiser les modèles. Donc, ça veut dire que nous faisons des modèles et on appelle tous nos partenaires européens à produire des modèles. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura des annonces d'ici la fin de l'année. Et peut-être même au CES. Et peut-être même au CES. Merci beaucoup Jérôme, merci d'être passé par le plateau de Tech & Co ici à Vivatech. Et un petit salut à Mirokai qui est toujours aussi mignon, il nous fait craquer. Merci beaucoup. Tech & Co est terminé. On a été ravis de vous accompagner, de vous faire vivre ce salon Vivatech. Demain, on repartira évidemment dans une version un peu plus traditionnelle depuis nos studios à Paris. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Replay, podcast qui vous attendent. Et à demain avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.